Bien, donc nous allons passer à la dernière partie de cette matinée d'échange et de débat. Alors c'est extrêmement intéressant de voir à quel point les échanges du matin continuent de générer des échanges, même sur ce temps en plein air, parce que voilà, il y a l'état fatigue du samedi matin, mais il y a aussi l'intérêt par rapport aux travaux qui ont ouvert la matinée et puis qui sont poursuivis sur les temps d'atelier. Alors j'invite un peu au pas de charge nos trois animateurs d'atelier à me rejoindre, à livrer donc les constats qui ont été, me semble-t-il, parce que j'ai bagnaudé un peu sur les trois ateliers pour voir comment ça se déroulait. Donc, il semblerait que les constats comme les questionnements aient été concertés avec l'ensemble des participants. Donc, je vous laisse la parole. La règle du jeu est très simple. Puisqu'en fait, alors oui, ça va être une livraison de constats et d'enseignements en une petite minute, une question ou deux questions posées donc, par le groupe à nos quatre intervenants. Donc en l'occurrence, on retrouve Sophie Simonet, Grégory Autier, Laurent Fraisse et je vais vous demander votre prénom en direct, c'est Cassandra, des cravates solidaires. De la cravate solidaire. Moi, j'en mets tout de suite plusieurs, pas forcément autour du cou, mais voilà, qui vont être amenés à apporter une réponse, en tous les cas, leur regard sur les questions qui sont posées. On va peut-être commencer par l'atelier 1, donc par Médéric. Bonjour à ceux que j'ai pas pu saluer. Donc une minute, top chrono, c'est parti. Atelier 1 sur la thématique de lieux partagés. Très rapidement, autour de la table des témoignages, on avait Monsieur Bourse pour la centrifugeuse, qui est une structure qui regroupe des structures culturelles, j'allais plus vite que ça, l'Ardès pour la Maison des Solidarités, la Maison des Associations de Rennes et la Maison des Associations 2, comme on l'a nommé dans notre atelier, pour la ville de Caen. Trois choses émergent sur cet atelier, en tout cas les constats partagés. C'est d'abord que parler de lieu partagé, c'est parler d'un lieu de vie qui est évolutif, qui est en mutation permanente, qui peut, en fonction des personnes qui fréquentent la structure, évoluer de manière constante et permanente, qui est constamment en tension en recherche d'équilibre permanent entre les citoyens et les adhérents, les pouvoirs politiques, les financements, les orientations, les projets partagés, les orientations définies collectivement. Le deuxième point qui ressortait, c'était que parler de lieux partagés, c'est nécessairement parler de laboratoire d'idées, d'essais, d'expérimentation, avec ce que ça peut apporter de positif ou de négatif. Le troisième point qui faisait consensus, c'était le risque d'être dans l'entre-soi, de se reconnaître comme faisant partie d'une structure et au fur et à mesure de l'avancée, de rester les uns avec les autres et d'oublier de s'ouvrir sur le quartier, sur le territoire ou sur les personnes qui a priori ne nous ressemblent pas. Voilà, de manière très 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 synthétique. Ce qui était partagé aussi, c'est qu'il n'y avait pas une solution qui était définie et qui ferait recette de cuisine. C'était plus des tentatives et des réponses qui étaient adaptées à un contexte particulier, à un moment particulier et à des personnes en particulier, dans un territoire en particulier. Et que c'était difficilement modélisable et transposable d'un territoire à un autre ou d'une structure à une autre. Voilà, de manière très très synthétique. Sur les questions qui restaient en suspens, on n'a pas eu le temps de les noter. Non, il y avait de nombreuses questions. Après, effectivement, c'était de se dire, une des questions principales, c'est comment faire à partir du moment où l'idée émerge et on commence à avoir un lieu partagé, comment faire pour qu'il persiste, pour qu'il continue d'évoluer sans se scléroser et sans mourir de sa petite mort. Voilà, c'est comment continuer à enrichir la dynamique au quotidien et au fur et à mesure des années et faire que le projet puisse devenir un lieu partagé, sachant que ça reste une utopie concrète, un objectif à atteindre, mais qu'a priori, selon les intervenants, c'était quelque chose qui était toujours en travail et toujours à remettre sur l'ouvrage. J'espère avoir été synthétique et fidèle aux propos qui ont été tenus dans l'atelier. Je dois être à 1 minute 3.
Peut-être juste en élément de réponse, parce qu'il y a quand même une question de poser, et c'est une question sur laquelle on ne s'est pas forcément arrêté ce matin. C'est dès lors que nous parlons de coproduction ou de co-construction, il y a un rapport au temps, et il y a des cycles de vie, notamment sur comment fait-on pour le développer, puisque c'était ça votre question, hein, comment faire lorsque le lieu existe, pour le faire perdurer, le développer, etc., sachant qu'on a quand même une multiplicité d'acteurs. Est-ce que, et là c'est pour ça que je me tourne vers Laurent Fraisse plus particulièrement, est-ce que vous pouvez illustrer les phases, vous l'avez évoqué ce matin un peu, mais rapidement, on y revient pas sur ces phases en fait d'appropriation, apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble. Eh ben parfait, super. Donc on passe directement à l'atelier, belle transition, atelier 2. Donc c'est Céline. Donc nous, l'atelier 2, ont participé Monsieur L'aumônier en tant que conseiller citoyen, Madame Fixot en tant que membre du Conseil de la vie associative, essentiellement. Monsieur Hébert, donc au titre du représentant d'Est3A, et puis Maxime Godefroy, chargé de mission du mouvement associatif des Hauts-de-Seine. Et donc, des Hauts-de-France. Île-de-France. Hauts-de-France. Hauts-de-France. Je ne vois rien, je n'ai pas mes lunettes, ça va être pire en pire. Voilà, ça c'était la première boulette. Alors, sur les restitutions, donc sur les constats, justement, la nécessité d'installation d'un langage commun, de relations de confiance, la nécessité de prendre le temps, ce premier temps de construction d'une dynamique collective. Donc on a cité sur la mise en place du Conseil de la vie associative, notamment en termes d'exemple. L'autre point que l'on a mis en avant, c'était vraiment la notion d'avoir des objectifs communs, de définir une dynamique, une interconnaissance entre les membres de ces différentes instances. On a aussi mis en avant la nécessité ou la plus-value d'avoir un facilitateur entre les instances de concertation, entre les membres de ces instances, entre les techniciens et les élus. Voilà, que l'association S3A, que certains techniciens pouvaient jouer ce rôle de facilitateur et que c'était nécessaire et que ça permettait de faciliter les échanges. On a mis aussi en avant le rôle des conseils citoyens comme des lieux d'expérimentation au plus près des territoires. En termes de questionnement, on avait une question évidemment qui est revenue dans les échanges de ce matin, qui était liée à comment impliquer ces membres de ces instances, sachant que les membres de ces instances, que ce soit conseil de la vie associative, conseil de quartier ou conseil citoyen, sont souvent les mêmes. On s'est retrouvé donc avec des témoins qui avaient des doubles casquettes, parfois des triples casquettes, et effectivement donc avec un risque qui a été noté ce matin de rester dans l'entre-soi. Et comment faire en sorte que le travail qui est mené dans ces instances revienne vers les habitants, qu'il y ait un aller-retour entre ces instances de concertation, de consultation et les habitants. Et puis on a aussi posé une question sur pour pouvoir co-construire, pouvoir aller vers plus de concertation, comment entraîner une dynamique plus globale. On citait l'exemple d'un projet qui avait été présenté au conseil de quartier alors qu'il avait déjà été décidé en conseil municipal. Comment faire en sorte pour aller au-delà des instances précises et que cette dynamique puisse aussi contaminer l'ensemble des services de la ville, l'ensemble des élus qui travaillent sur la ville et que ça devienne presque un passage obligé. Au minimum, la concertation soit un passage obligé. Voilà. Donc c'est à la fois une question et en même temps un vœu. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, ça va, ça vous...
Bonjour à tous et toutes, Jacques Duguerin. Donc, atelier 3 qui aurait pu être le premier, puisqu'on a commencé par l'interconnaissance et la concertation, qui est peut-être le premier des choses à faire. 3 témoignages, je ne vais pas les citer parce que c'est d'abord sur votre feuille de programme pour gagner du temps et pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, ce qu'on a retenu comme consensus, c'est effectivement l'idée la nécessité de l'interconnaissance, ça c'est évident. Pourquoi cette interconnaissance? Pour instaurer la confiance, pour instaurer une écoute, pour instaurer de la bienveillance. Et là, je dois me dire que, puisque je suis ici au titre du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, on est tombé d'accord sur l'idée qu'il y avait déjà une interconnaissance entre les élus à faire. Car effectivement, souvent, les directions et les élus, qu'ils soient en charge de la vie associative, de la politique de la ville ou d'autres thématiques ou liées à des associations, ne savent pas forcément ce qui se fait dans la collectivité territoriale, d'où l'idée de nécessité d'une interconnaissance non seulement entre acteurs de l'économie sociale et solidaire, acteurs associatifs, mais entre élus également, qui nous a semblé être un premier point d'observation généralement partagé. Deuxième point, bien sûr, la nécessité de ces outils qui favorisent l'interconnaissance. On a eu 3 outils intéressants qui ont été signalés, il y en aura bien d'autres. Les coformations. On aime bien le mot co ici, donc on a parlé de formation croisée, mais je dis pour ma part co-formation. Les observatoires de la vie associative, qui sont effectivement très importants, et des lieux alors collectifs, mutualisés, indépendants mais autonomes, dans une dépendance effectivement à l'écosystème, mais qui sont effectivement gérés, qui peuvent être gérés par les acteurs, et qui sont certainement ces lieux-là aussi au service d'une politique d'intérêt général. Le mot intérêt général a été pris et il est important qu'il soit pris par à la fois les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les élus, car cet intérêt général peut être co-partagé dans la période actuelle. Et enfin, ne pas oublier que l'interconnaissance, elle se fait par le faire. On nous a effectivement dit que des actions, des micro-actions, qui permettent ensuite d'avoir des macro-actions, c'est souvent des lieux d'interconnaissance et qu'il ne faut pas effectivement opposer le faire et ces lieux dont je viens de parler. 2 questionnements. La conflictualité, un terme qui n'est pas arrivé jusqu'à présent et qui nous semble effectivement important de mettre en évidence, non pas pour le nier, il y a de la conflictualité, mais essayer pour la dépasser, essayer de la gérer. Donc comment, question à la table ronde, comment on dépasse et on gère la conflictualité qui forcément existe dans nos sociétés. Et deuxième questionnement, les subventions, les critères d'attribution des subventions. Alors effectivement, une fois qu'on a de l'interconnaissance, quelque part, il y a parfois un peu de transparence encore à mettre dans les critères d'attribution des subventions à tous les acteurs. Et donc là aussi, c'est une question de comment on peut améliorer la transparence dans ces critères d'attribution. Voilà. Merci Jacques. Alors peut-être avant d'aller un peu plus loin sur les perspectives, parce que oui, on abordera cette partie sur la toute fin. Peut-être des réactions au niveau... alors c'est assez intéressant là au niveau de la table ronde, parce que juste pour resituer un peu nos 4 grands témoins, on a un regard d'universitaire, un regard d'élu local, femme élue locale, un regard d'une femme bénévole, voilà, associative et jeune, et puis le regard d'un homme directeur de structure associative, mais là plus particulièrement sur cette table ronde. Oui, alors en même temps, voilà, il n'y a pas de commentaire sur cet aspect-là, mais en tous les cas, un homme qui d'un côté est responsable associatif au niveau national, puisque l'un de nos coprésidents au niveau du réseau, donc l'un de mes employeurs, hein, et en même temps salarié associatif. Alors, est-ce que par rapport à ce que vous venez d'entendre sur ces livraisons de constats, d'enseignements, mais surtout de questionnements, est-ce que vous avez des réactions? J'imagine que oui. Quelques réactions. C'est vrai que la thématique de la construction, on se place sur le terrain d'un certain niveau de généralité, on va dire politique, pour faire
ou de l'intérêt général, puisque j'ai entendu ça. Et donc la question qui se pose dans une politique de la vie associative, c'est vraiment de pouvoir articuler un faire associatif très concret, pragmatique et local sur telle ou telle action, et le lien avec, à un moment donné, comment cette action associative se relie avec d'autres, puisque pour pouvoir l'exprimer, sur des enjeux au moins d'intérêt général local. Et c'est vrai que la co-construction, on est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur quand même l'architecture d'une politique, ou du cas d'un problème public, un enjeu qui concerne l'ensemble de la population. Et donc du coup, effectivement, c'est ce lien entre micro-macro, ça a été exprimé. Et donc du coup, effectivement, peut-être que des formes, ce que j'ai entendu, de coproduction, alors soit à un niveau sectoriel, soit dans un lieu collectif, soit dans une instance qui ont été évoquées, peut être un palier intermédiaire pour pouvoir à un moment donné faire le lien entre citoyens, associations très locales et à un moment donné le palier de la co-construction. Voilà, je pense qu'effectivement, je comprends que la co-construction, ça peut apparaître d'une certaine manière un peu loin pour des acteurs qui sont dans le faire, mais en même temps, la question c'est comment on dépasse une fragmentation de la société civile, vie associative, vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi je retiens, ça pose la question effectivement d'interconnaissance, etc. La deuxième, effectivement, que je n'avais pas évoquée, c'est malgré tout la question de la transversalité, c'est-à-dire comment on dépasse son problème local ou son secteur pour dire est-ce qu'à un moment donné il y a des enjeux transversaux de politique de la vie associative. Et donc moi la question que je pose par rapport à ces instances, conseil de la vie associative, mais aussi lieu collectif, c'est à un moment donné, ou dans l'interassociatif, comment à un moment donné ça pose la question, on peut parler vraiment de la politique de la vie associative des collectivités territoriales. Et ça a été abordé, c'est-à-dire à un moment donné, moi je pense, je le dis franchement parce que je travaille sur une étude sur la santé économique des associations sur un autre territoire, je pense que le mouvement associatif pourrait revendiquer d'avoir à un moment donné plus de transparence sur les enveloppes globales de subventions, la répartition sectorielle de celles-ci, peut-être pas aller au-delà de ça, mais c'est vrai que c'est des données publiques à un moment donné, et ce serait peut-être un progrès que ce soit à un moment donné davantage débattu. En tout cas, c'est une question que je pose, parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas, et il n'y a pas de raison que sur des dépenses publiques, les citoyens et les associations n'aient pas une information. Je parle de l'information, je ne parle pas de la décision, une information à ce niveau-là. Ce qui pose de l'intersectoriel, c'est est-ce que le Conseil de la vie associative peut avoir aujourd'hui impliqué les associations, pas uniquement de l'élu, l'interlocuteur, mais des autres élus et des autres associations concernées par l'animation des autres enjeux de la collectivité. Mais justement, alors c'est bien parce qu'on vous a passé le micro entre-temps. Cassandra Huel, au niveau de la cravate solidaire, c'est vrai que moi je me retourne vers vous là d'emblée avant de passer la parole à Grégory Autier, plus sur les questions que vous évoquiez, Laurent Fraisse, sur la transparence, sur les modalités, les fléchages d'enveloppes publiques dédiées par les collectivités publiques auprès du secteur associatif. Il y a quand même des choses qui avancent. Et justement, il y a des expériences en France sur des groupes de travail. Peut-être que Grégory Autier l'évoquera tout à l'heure, puisque c'est des travaux sur lesquels, au sein du RNMA, nous travaillons. En tous les cas, je reviens vers vous, Cassandra. Sur cette question de l'interconnaissance que Laurent Fraisse a pu mentionner tout à l'heure, l'association La Cravate Solidaire sur Caen est peut-être assez récente. Vous, en tous les cas, vous êtes une jeune bénévole. Comment ça se passe sur ces aspects d'interconnaissance avec le réseau d'acteurs associatifs, mais aussi les rapports au pouvoir public? Comment ça se déroule? Effectivement, l'association, elle est toute jeune. Elle est arrivée sur le territoire canet en 2014, développée un peu plus en 2015 et implantée en 2017 sur le quartier de la Grâce de Dieu. L'interconnaissance, moi j'aurais des difficultés à en parler puisque ma situation actuelle en tant qu'étudiante ne me permet pas
d'aller vers les différents acteurs qui sont sur le territoire, bien que on a énormément de demandes des différents acteurs. Nos relations avec la vie politique, c'est-à-dire avec les élus. J'ai eu beaucoup de relations avec Madame Simonet et c'était la personne qui nous a accompagnés sur le projet. Donc, pour ma part, en tout cas en tant que jeune présidente, je suis tout à fait satisfaite de tous ces aspects-là à l'heure actuelle. Bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de retour d'expérience à en tirer dû au fait de notre jeune présence sur le territoire. Maintenant, j'ai la notion de la co-construction, c'est une notion qui m'interpelle et qui est super intéressante, bien que, comme l'a dit Laurent Fraisse, difficile à imaginer à l'heure actuelle, plus dans la vie lointaine. Enfin, on peut l'imaginer, oui, effectivement, la co-construction, mais on serait plus dans la coproduction, parce qu'au travers de l'expérience que j'en tire en tant que bénévole d'association, même en interne, on a du mal à travailler en co-construction. Voilà. Oui, illustration intéressante parce que justement, c'est des choses quand même qui ont été abordées sur au moins 2 ateliers lorsque moi j'y ai fait une apparition. C'est cette question quand même, souvent on se dit l'interconnaissance est fondamentale et indispensable avant de coproduire, co-construire entre les 2 grandes familles, donc les 2 grands acteurs, 2 grandes catégories, pouvoir public et puis secteur associatif. En même temps, il y a la nécessité d'une interconnaissance déjà au sein même du groupe association et au sein même de l'association. Donc voilà, on a un effet un peu poupée russe. Au même titre qu'au sein des collectivités, ça c'est aussi des choses qui sont ressorties dans les échanges, c'est d'avoir quand même cette transversalité, d'avoir une politique associative qui soit davantage transversale et moins sillonnée par rapport à des secteurs d'activité, mais aussi entre élus et puis services, donc entre technique et services. Peut-être Sophie Simonet en réaction à tout ce que vous avez pu entendre là sur cette restitution. Ou pas, je vous laisse la liberté. Quand je suis passée dans les différents ateliers, il y a un thème moi, que j'ai retrouvé à chaque fois qui était la question de la formation, en fait, qui est ressortie. On n'en a pas tellement parlé encore là dans les restitutions, mais en fait, je pense que finalement, elle est fondamentale. Et quand on parle de la formation, on a beaucoup parlé formation des conseillers citoyens, formation des conseillers de quartier. Il faut être beaucoup plus large que ça. Il y a aussi évidemment la formation des techniciens. Et puis, j'ose le dire, la formation des élus. Parce qu'en fait, très sincèrement, aussi bien, mais même à l'intérieur, vous, de vos structures associatives, que parmi les techniciens et que parmi les élus, tout le monde n'est pas totalement persuadé de cette nécessité de concerter et de co-construire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, pour, je dirais, arriver à émettre l'idée que finalement, aujourd'hui, c'est un passage obligé en fait. Et cette formation, cette question de la formation, c'est vrai qu'on la développe grâce à des acteurs. S3A en fait partie, hein, évidemment, de cette formation de tous, hein, qui est proposée pour l'instant surtout finalement aux citoyens, mais qui doit être encore plus proposée. Alors ça démarre auprès des techniciens. Et puis j'ai dans mes objectifs d'essayer d'arriver à peut-être un peu plus en parler aussi aux élus. Vous avez beaucoup évoqué justement la vie associative et le fait de pouvoir travailler sur plusieurs thématiques. Et c'est vrai, très concrètement, qu'avec les élus qui sont sensibles à ces thématiques-là, on arrive très bien à travailler ensemble. Au hasard, et ceux qui sont dans la salle le savent, il est très facile de travailler, par exemple, avec le développement durable, pour mener ensemble des processus de concertation. On en a l'habitude, on est sur, en général, une délégation avec des élus qui, en général, sont sensibles à cette question-là. Et donc, effectivement, on va y arriver assez facilement. On démarre un travail en commun entre la direction de la proximité et la direction de la jeunesse, qui prend aussi une tournure très intéressante. Mais de fait, ce sont des choses assez nouvelles. Et on est effectivement dans la transversalité, c'est ce que vous avez dit. Et on le sait bien, travailler en transversal, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et on est bien sûr complètement à l'inverse des habitudes de travail des collectivités territoriales. Donc je vais être très honnête, c'est un véritable combat, pas spécialement le combat de l'élu, c'est aussi le combat des techniciens. Il faut que vous voyez aujourd'hui à quel point les techniciens qui sont là dans la salle, directeurs des pôles de vie qui pour le coup travaillent avec toutes les autres directions
en totale transversalité, ce qui correspond en fait exactement à ma délégation, c'est que du transversal, à quel point ça peut être compliqué. Donc ça veut dire que c'est compliqué à tous les étages, pas que pour les citoyens, c'est compliqué aussi pour les techniciens, et c'est compliqué en fait aussi pour les élus, je dois bien l'avouer. Voilà. Merci pour cet éclairage qui est voilà, une tranche de vie, parce que ça c'est la réalité, c'est la vraie vie, quoi. Enfin, derrière les mots, derrière la volonté des hommes et des femmes, il y a aussi des réalités d'action qui s'imposent aux uns et aux autres, et pour autant il y a des choses qui se font. Alors oui, il y a une question. Alors on peut prendre éventuellement une question. On voulait vous proposer de respecter le timing. On peut prendre une question. La première personne qui lève la main peut poser la question. Et voilà, il y a une question. Donc elle était demandée, donc on y va. C'est en matière de formation, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, parce que je ne sais pas comment appeler ça. J'ai eu une expérience en Allemagne de séances de formation où les élus, les techniciens et les associations, enfin, ou les habitants, étaient ensemble. Et ça change considérablement. Ensuite, ça a une influence tout à fait positive par rapport à aux coproductions et aux co-constructions, disons à la concertation qui suit. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre en place, peut-être, si on pense à la formation, à des structures partagées et non pas simplement à des structures juxtaposées les unes à côté des autres. Parce que de façon concrète, quand un habitant tout d'un coup voit que la question qui se pose, elle se pose aussi au maire qui n'a pas tous les savoirs, ça change complètement l'image, la représentation qu'il peut avoir de ce maire. Même chose inversement, il y a des questions tout à fait pertinentes posées par un certain nombre d'habitants qui ne sont plus alors considérés comme des gens qui ne savent pas grand-chose, quoi. Donc ça, je caricature volontairement, hein, excusez-moi, mais je vous assure que ça change à partir des expériences que j'ai pu entrevoir et connaître, ça change beaucoup ensuite comment dire, la perception. Et donc après, ce qui se passe de façon positive dans les structures de concertation. C'est-à-dire qu'on déjà, il y a de la confiance, quoi, qui s'instaure spontanément. Donc c'était simplement ça que je voulais dire. Merci pour votre témoignage. Donc c'est en fait même une assez, en tous les cas, une excellente pour moi transition sur les perspectives. C'est pour ça que je regardais Grégory Autier par rapport à ce qui nous reste à faire à nous, tête de réseau, j'aime pas ce mot, mais en tous les cas, réseau qui regroupe un certain nombre de structures d'appui à la vie associative que sont les maisons des associations, aux côtés d'autres réseaux comme le RTES, le mouvement associatif. Enfin, on a encore du pain sur la planche, mais il y a des choses qui s'engagent, notamment sur ces questions de la formation, qui sont des lieux ou des espaces de dialogue sur lesquels il y a de l'interconnaissance qui se crée, il y a de la connaissance de l'autre, il y a de la défiance qui tombe, parce que de la défiance, souvent, il y en a. Et puis, c'est un endroit aussi où on s'aperçoit qu'on est porteur d'une connaissance, d'une compétence, et il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre. Et on est là pour apprendre ensemble. Donc, je pense que Grégory Autier reviendra un peu sur ces questions des travaux, en tous les cas, de ce qui nous traverse depuis de nombreuses années, autour de la question de la formation et de la nécessité de former les gens ensemble. Ça m'amène donc aux perspectives, puisqu'il nous reste 10 minutes et on sera vraiment dans le bon timing. Donc, question à vous quatre. En termes de perspectives, peut-être commencer par Laurent Fraisse sur la question de cette journée, dans quoi elle s'inscrit et vers quoi on va au niveau de la recherche-action. Alors, on va essayer d'être dans une explicitation assez simple, parce que c'est vrai que la question du vocabulaire ce matin, elle a été aussi abordée. Souvent, on contextualise des actions. Vous faites des choses. Je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, Cassandra. Nous, on fait des choses. Et puis derrière, il y a des gens qui vont mettre des mots dessus, décortiquer les démarches, et du coup, ça conceptualise les choses. Et on a un verbiage qui devient impossible à décoder. J'ai entendu dire qu'il fallait un dictionnaire presque, c'était une nouvelle langue, et c'est pas faux. Donc on va essayer d'expliquer
très simplement dans quoi ça s'inscrit. J'ai essayé, hein, je ne suis pas spécialiste de la simplicité, mais donc justement, ça s'inscrit dans une... J'ose pas parler de recherche-action parce qu'il va falloir avoir un dictionnaire. En tout cas, une action concertée avec des réseaux, dont alors aussi là encore, plein de sigles, réseau RTES, des élus, des territoires, pour l'économie solidaire, réseau d'élus des techniciens, le RNMA, la nationale des maisons des associations, le CAC qui est collectif des associations citoyennes, l'UFISC, c'est pas mal aussi. Bref, un certain nombre de têtes de réseau pour justement travailler ensemble et autour de ces enjeux de co-construction, autour d'un séminaire permanent d'une année, autour de rencontres comme ça. C'est ça où ces recherches-actions, c'est autour de rencontres et d'échanges entre acteurs, notamment associatifs. Il y a déjà une rencontre à Bordeaux autour de co-construction et ESS, aujourd'hui à Caen, et on pense qu'il y aura d'autres rencontres dans l'année 2017 autour de 3 objectifs. D'abord un objectif, justement, on va, avec les têtes de réseau, essayer de construire un petit lexique à partir de leur expertise et de leur travail pour essayer, dans des mots accessibles à vos adhérents, d'un petit peu co-construction, coopération, concertation, un petit peu de s'y retrouver. Le deuxième objectif, c'est à travers de nourrir, à se rendre compte quelles sont un petit peu les conditions, les contextes et aussi les obstacles, en tout cas favorables pour favoriser, on va dire, ces coproductions, co-constructions entre collectivités et associations. Et puis, ça en s'appuyant sur un certain nombre d'exemples. Et donc, du coup, je serai sans doute à revenir envers un certain nombre d'entre vous pour avoir un petit peu quelques entretiens complémentaires à ce que j'ai entendu aujourd'hui, pour pouvoir nourrir un certain nombre d'exemples, justement cette réflexion faite entre chercheurs et réseaux. Voilà la suite sur l'année qui vient. Merci. Donc effectivement, quelques propos conclusifs en essayant de ne pas être forcément redondant avec tout ce qui s'est dit ce matin. Sur la question de la formation et des publics croisés, enfin, pour moi, si je retenais un enseignement, c'est celui-là. En même temps, j'avoue que en tant que technicien agissant localement, c'est ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs années, et on avance je dirais, très bien sur l'agglomération, et espérons qu'on arrive à, je dirais, on a parlé pas mal d'expériences inspirantes, et bien espérons qu'on arrive à rendre visible ça pour que ça puisse je dirais, se renforcer. En même temps, c'est un exercice qui n'est pas simple, parce que quand on parle formation, ce matin, pour moi, implicitement, on est dans un temps de formation tous ensemble. Ce qu'on a partagé ensemble ce matin, je dirais, nous a, je l'espère, enrichi les uns et les autres, a donné peut-être un peu plus de repères sur le vocabulaire qu'on emploie, nous a permis, je dirais, de renforcer nos interconnaissances, et ça participe de la construction de la confiance. Vous voyez, donc on a, je dirais, dans ces démarches, je dirais, on le fait. Donc des fois, il faut le faire en l'exprimant, temps de formation, des fois, il ne faut pas, parce que c'est ce qui peut faire fuir. Après, toute la limite, c'est comment rassembler les publics ensemble. Je le disais dans l'atelier où j'ai témoigné, on a essayé, on vit des fois des petites réussites qui sont sympas, des fois des échecs qui questionnent beaucoup. Et quand on regarde ce matin à la plénière, par exemple, super, hein, y a un public intéressant, on a beaucoup parlé quand même de ne pas être dans un entre-soi. En même temps, on se connaît pas mal les uns les autres déjà. Les personnes complètement nouvelles ne sont pas majoritaires forcément. Les élus, voilà, ils ont pris par d'autres occupations. Et donc on a avancé, mais pas exactement totalement jusqu'où on voudrait. Et on voit bien que c'est compliqué. Carole en faisait état. Au niveau national, on porte ça très haut auprès des ministères, auprès du CNFPT aussi, pour pas qu'ils fassent que de la formation d'agents publics entre agents publics.
mais qu'à un moment, il ouvre ça pour que des agents de collectivité, des acteurs associatifs se forment ensemble. Comment on fait que la formation des élus n'aille pas que vers des élus, mais voilà tout ce que vous connaissez bien. Je crois quand même qu'il y a des signaux, je dirais en ce moment, des petites lumières qui s'allument. C'est un travail qui va prendre encore un peu de temps, mais on avance, je dirais, par petits pas. Et je crois que la situation d'aujourd'hui est nettement plus favorable de celle d'il y a déjà 4-5 ans. Donc il faut aussi en avoir conscience. On a parlé de la question du temps, et la question du temps est importante à prendre en considération. Je prendrai ne serait-ce que sur une mesure d'État. Hein. Aujourd'hui, le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, hein, donc la formation, les fonds de formation pour les bénévoles, je dirais aujourd'hui autorise de la formation croisée entre des techniciens, des élus et des acteurs associatifs. Il y a 3 ans, ce n'était pas le cas, quoi. Donc il faut aussi rendre visible tout ça, se l'approprier, et puis après, par la communication, réussir à faire avancer. Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'en partageant tout ça, on va aussi, et je le disais sur l'un des ateliers sur lequel on était, c'est qu'on emploie tous, je dirais, un vocabulaire auquel on donne une définition, parce qu'il n'y a pas de définition fermée et définitive. Le souci, c'est que si on ne va pas sur le sens des mots qu'on emploie ensemble et qu'on reste que sur le mot, on ne parle pas la même langue, quoi. Moi, ce matin, par exemple, quand la région me dit on fait de la co-construction, je l'entends et je crois sincère. La personne qui l'exprime, je dirais, à partir de ses codes, et donc le vit ainsi, et c'est totalement légitime. Et en même temps, en face, on peut avoir des acteurs associatifs qui ne partagent pas totalement ce point de vue, au regard des codes qui sont les leurs, au regard de la façon dont ils vivent et ressentent la situation. Et donc, pour ne pas rester sur ces écarts, il faut partager des moments ensemble, il faut donner de la profondeur à nos propos, et en avançant sur ces démarches-là, à partir de là, on va la proximité va se renforcer, et on devrait réussir à faire évoluer les choses. Par contre, si on ne partage pas ça, on reste sur des écarts de point de vue assez importants, et le problème, c'est que la réunion ne se faisant pas, le travail en commun, je dirais, est plus délicat à réaliser. Donc voilà, la pensée en tous les cas qui est la nôtre aujourd'hui au niveau du réseau là-dessus. Je finirai en disant que justement au niveau du réseau, c'est ce qu'on apprécie. Je le disais ce matin en propos introductif. En son sein, il y a des membres collectivités locales et il y a des membres acteurs associatifs. Et donc il y a ce croisement, je dirais, privé-public, avec des statuts différents et cette capacité justement à partager des moments ensemble. Et c'est ce qui fait que, je crois qu'un certain nombre d'acteurs qui en sont membres aujourd'hui trouvent cet espace plutôt intéressant pour après revenir partager, vivre des choses sur leur territoire. Alors, bonne transition par rapport à Cassandra en tant qu'actrice associative, en termes de perspective, de souhait. Alors en termes de perspective, j'en parlais ce matin à Madame Simonet. Nous, on souhaite organiser une journée porte ouverte fin septembre prochain pour ouvrir aux personnes extérieures, faire connaître notre activité, notre association, et puis inviter les gens du quartier de la Grâce de Dieu à venir franchir la porte, puisque nous, on travaille notamment sur l'image, l'apparence. C'est des critères qui sont assez compliqués à aborder. Et donc, on n'ose pas franchir la porte. Alors, du coup, on propose une journée porte ouverte pour faire découvrir notre activité et la faire découvrir autrement que ce que l'on la propose aujourd'hui. Voilà. D'accord. Les horaires d'ouverture sont disponibles sur notre page Facebook. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, nos horaires d'ouverture sont les mercredis après-midi de 14h à 17h et les samedis matins de 9h à 13h. On sait, nos permanences sont très restreintes à l'heure actuelle. Ça va changer à compter de septembre puisqu'on a pour objectif de recruter un emploi aidé qui permettra de pallier à ce manque de permanence actuel. Donc on recommuniquera
sur les horaires d'ouverture en septembre. Oui, alors, oui. Je vais vous donner le micro. Et je vais vous demander d'être bref. Je vais rester à côté de vous. Ça va être très compliqué pour moi. Non, je ne sais pas, moi, pour les uns et les autres, je parle essentiellement des conseillers de quartier citoyens et des conseils citoyens et des membres du CVA. Madame Simonet, en fait, on est en train de se dire qu'on va installer la révolution. Parce que on a tous, on peut, alors je les prends un témoin, c'est facile, mais après, je sais qu'on pourra régler nos comptes Roquet, Association ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'entends ce que disent ces têtes de réseau, enfin, il n'y a pas de péjoration là-dessus, hein, les têtes de réseau ou les sociologues, etc. Alors, prendre de la hauteur, c'est bien. Maintenant, sur notre quotidien, eh ben, on va constituer l'assemblée permanente des conseils de quartier citoyens et des conseils citoyens. Parce qu'au fond, c'est ça, c'est accompagner la co-construction et accompagner la coproduction par de la co-gestion de cette co-construction, de cette coproduction. Au fond, être égaux partout. On est bien d'accord, on sait bien qu'il y a du débat. Qui prend la décision? On sait qu'à certains endroits, aujourd'hui, ce que l'on est au XXIe siècle en France, on voit bien où se prend la décision. Parfois, c'est une décision qui repose sur de l'économique, avant peut-être de reposer essentiellement sur une vraie alliance entre cet économique et le politique de territoire. On sait tout ça, mais ça, après, il faut qu'on change, il faut qu'on avance, il faut qu'on soit en marche. Comme ça, voilà. Hein, pour l'un ou l'autre ou l'un, enfin bref, on va dépasser ça, mais ce que je suis en train de me dire quand même, c'est qu'il faut quand même que nous aussi, les acteurs citoyens, là où nous sommes, on accepte aussi de marcher, enfin je continue là-dessus, de marcher, mais pour prendre ce pouvoir-là, alors je considérais bien le mot pouvoir dans le sens où je l'entends. Hein. Merci bien, je pense que Sophie Simonet aura l'occasion de s'exprimer, peut-être de vous répondre, parce qu'en fait elle va avoir la lourde tâche de conclure ce temps d'échange. Juste avant, je suis désolée monsieur, je vous vois bien me faire des grands signes avec votre grand sourire, mais je ne vous donnerai pas la parole, je suis désolée. Je suis obligée de conclure. Si, je vous aime beaucoup. On a eu l'occasion d'échanger, il n'y a pas de souci. Et on reprendra le temps après, par contre, sur le temps de déjeuner. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Ça a été vraiment enfin, en tous les cas pour moi, parce que moi, je ne suis pas du coin. Je ne suis pas de Caen. Et même si je fais partie d'un réseau national et d'une grande tête de réseau qui est toute petite en vrai, on est beaucoup sur les territoires. Mais en tous les cas, votre territoire, je connais un peu. Mais aujourd'hui, j'en ai eu encore un beau témoignage, des belles rencontres. Et on va poursuivre ça juste après. Donc, merci à vous pour votre participation. Merci à l'ensemble des témoins. Alors, des témoins présents physiquement ou à distance. Et même ceux les plus éloignés de nous. Je pense forcément Yves Vaillancourt. Merci aussi à l'ensemble des coproducteurs. Je vais faire très attention parce que jusqu'à présent, on avait parlé des co-constructeurs de cette journée. Nous ne sommes pas des co-constructeurs de la journée, mais nous sommes bien des coproducteurs de la journée. Donc à l'ensemble, qu'ils soient en local, là aussi, et merci à toute l'équipe de la ville de Caen, mais bien entendu à tous les copartenaires nationaux. Je pense au CNAM, à RTES, enfin à tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, donc toute la liste, bien entendu. Un immense merci à la technique, Marc Lebois, qui en fait a fait que toute la retransmission soit possible, le passage des vidéos également. Donc merci beaucoup Marc. Et puis j'avais encore des remerciements à formuler, mais je n'arrive plus à lire. Oui, en fait, voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur les remerciements. Juste avant de conclure, si aux internautes,
Voilà, parce qu'on a eu de nombreux internautes qui nous ont suivis en direct. Donc merci à eux. Les vidéos donc, seront disponibles sur notre site internet, seront bien entendu communiquées à l'ensemble de nos partenaires. Donc vous y aurez accès, puisque tout a été filmé, ou une grande partie au moins des ateliers, mais les plénières ont été filmées. Vous aurez également accès à une bibliothèque de ressources dématérialisées qui vous sera communiquée sur vos adresses mail ou directement sur le site de la Maison des Associations. Avant de complètement conclure, voilà, ça va être vous, Madame Simonet, qui allez nous dire quelques mots. Et notamment, moi, j'avais quand même une dernière question à vous poser, au-delà de celle concernant les perspectives que vous voyez à ces travaux, mais aussi à ces différents chantiers, différents lieux que vous avez pu nous présenter au cours de la matinée, qui participent, pour certains d'entre eux, à de la co-construction, d'autres sont un peu plus sur de la coproduction. C'est quoi les perspectives pour vous? Et puis ma deuxième question, en tant qu'élu, vous, qu'est-ce que vous voyez comme intérêt à coproduire, à co-construire? Merci à vous. Elle l'a rajoutée celle-là, ça c'est dur. D'abord, je voulais terminer sur 2 points qui rejoignent évidemment 2 thèmes qui ont été abordés. Alors, les perspectives pour la ville de Caen, elles sont sur 2 thématiques de travail. La première, vous avez vu qu'on a déjà avancé pas mal de choses dans les conseils de quartier, dans le conseil de la vie associative, dans les conseils citoyens. Et vient un temps maintenant important qui est le temps de l'évaluation. Et là, je pense, que ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'on travaille avec notamment les conseils de quartier. On va le faire à peu près au mois d'octobre, on va arriver sur un temps où là on va se poser et se dire, bon, depuis 2 ans nous travaillons tous ensemble, depuis 2 ans nous co-construisons véritablement des actions dans les quartiers. Où en est-on très concrètement aujourd'hui? Et mon objectif, ça va être la première perspective pour la ville de Caen, c'est qu'on essaye de co-construire cette évaluation. C'est-à-dire qu'on se mette d'accord sur la façon dont on va évaluer, sur les critères qui vont servir à évaluer, et sur justement cette évaluation de l'ensemble de ce qui a pu se faire dans les conseils de quartier. Donc pour moi, c'est le premier axe de travail, je dirais, pour terminer l'année 2017. On part vraiment là pour le coup dans quelque chose de tout à fait nouveau. On va un petit peu voir ce que ça donne, mais c'est important après tout ce qui s'est fait dans les quartiers. Et pour le coup, j'aimerais vraiment qu'on soit très positif, parce que c'est vrai qu'on a un peu dit parfois, là il se passe rien, ou il y a de moins en moins de monde, ou des choses comme ça. Non, dans les conseils de quartier, on construit vraiment des projets dans les quartiers. Et là, il est important qu'on s'arrête et qu'on regarde combien d'énergie, combien de temps, qu'on choisisse les critères. Donc pour moi, ce temps d'évaluation, c'est le premier objectif là dans les mois qui viennent. Et puis il sera suivi du coup d'un deuxième objectif qui rejoint une des problématiques qu'on a posées ce matin, qui est tout simplement la question des gens qui participent, c'est-à-dire comment renouveler les gens qui participent, comment élargir, on se l'est posé plusieurs fois la question. Et là, c'est une question qu'on va se poser à la ville de Caen très vite, puisque en début 2018, nous arrivons dans le renouvellement de toutes nos instances. Donc renouvellement des conseils de quartier, renouvellement du conseil de la vie associative et potentiellement en lien, comment élargir peut-être les conseils citoyens. Du coup, c'est aussi la question qu'on va pouvoir se poser en parallèle. Et donc cette question de comment on atteint des nouveaux publics, comment on atteint mieux les habitants, on va se la poser collectivement. Et là, pour le coup, il y a peut-être des réponses à trouver tous ensemble sur ce grand renouvellement du début de l'année 2018. Donc je suis revenue sur des choses assez concrètes, mais au moins ça nous permet, nous, à la ville de Caen, de se donner à la fois un planning et puis des objectifs qui sont finalement assez clairs. Je voulais du coup tous vous remercier, parce que si aujourd'hui on arrive quand même à faire des tas de petites victoires, et Grégory Autier a utilisé le terme, et pour moi je pense que c'est vraiment le terme important. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la co-construction? C'est une série de petites victoires, et c'est aussi une série de défaites. Il ne faut pas non plus le nier. Et cette série de petites victoires, c'est ce qui vraiment nous fait avancer aujourd'hui. Pour moi, la co-construction, elle est devenue, en tout cas dans ma manière de faire de la politique et dans ma manière de travailler avec l'ensemble des partenaires, elle est devenue une évidence. Je n'envisage plus aujourd'hui de prendre une décision sans en avoir discuté avec les partenaires. Et d'ailleurs, ça revient à un petit débat qu'on a eu dans un atelier, je ne sais pas si le monsieur est parti, aujourd'hui, quand la décision elle est prise de façon
unilatérale par un élu, le boomerang il revient directement. C'est-à-dire qu'en général, ce qui suit, c'est une situation de crise. Et que finalement, un rétropédalage, avec du coup la mise en place d'une concertation, et qu'on aurait finalement bien gagné du temps à faire la concertation et la co-construction, si co-construction est possible, avant. Donc, de fait, aujourd'hui, pour moi, ce mode de travail en commun, il est juste indispensable. Il n'y a plus la possibilité de faire autrement. Voilà. Alors, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que vous pouvez compter sur moi pour évidemment essayer de continuer à dire ce message-là, que co-construire, c'est indispensable sur l'ensemble des politiques, et pas que la politique de la vie associative, de façon beaucoup plus globale. C'est un message qui est compliqué, qui n'est pas facile à faire entendre. En tout cas, je voudrais terminer sur un point, c'est qu'à mon avis, pour le faire et pour le faire vivre, il repose quand même sur une grande sincérité. C'est-à-dire que toute cette co-construction, il faut que l'ensemble des partenaires soient sincères dans leur démarche. Qui n'est pas, et on le sait très bien, on fait quand même de la politique, et un certain nombre d'entre vous en font par ailleurs, en dehors de ces instances. On sait très bien que si on est là tous, les uns les autres, avec une idée derrière la tête, en se disant celui-là, je vais l'instrumentaliser, c'est fichu. Donc je pense que pour moi, le socle fondamental de tout ça, c'est quand même une grande sincérité. Voilà. Et du coup, je voudrais m'arrêter là. Et vous remercier encore une fois tous pour votre participation, tous ceux qui sont venus en plus de loin, et pour le RNMA, toute l'organisation, avec le RTES et avec l'ensemble des agents de la ville de Caen qui ont beaucoup travaillé sur ce projet depuis plusieurs mois. L'ensemble évidemment des gens qui ont témoigné, et je vous invite à passer au temps convivial sur lequel on pourra évidemment continuer d'échanger autour donc d'un déjeuner qui nous attend sous un format plutôt buffet déjeunatoire. Merci beaucoup à vous tous.